Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast de Sageora. Sageora est un média spécialisé sur le thème du handicap et de l'inclusion. Découvrez l'actualité des politiques publiques, les enjeux du système d'accompagnement et les évolutions en matière d'accessibilité universelle. Sur son site, Sageora propose des contenus synthétiques gratuits pour mieux comprendre et accompagner. Vous pourrez retrouver le lien du site dans la description. Bonjour et bienvenue. On va se poser une question simple mais fondamentale aujourd'hui. Comment on s'assure qu'on prend vraiment bien soin des personnes les plus fragiles ? Oui, et en France, ça concerne énormément de monde. Des dizaines de milliers d'établissements, des EHPAD, des structures pour personnes en situation de handicap. Et pour répondre à cette question, justement, un tout nouveau système d'évaluation vient d'être mis en place. On parle d'un véritable Big Bang dans le secteur médico-social. Plus de 40 000 établissements et services sont concernés. C'est pas juste un petit dépoussiérage des anciennes méthodes. Absolument. Alors aujourd'hui, on met les mains dans le cambouis. On va décortiquer ce nouveau référentiel piloté par la Haute Autorité de Santé, la HAS. Et pour ça, on s'est bien documenté. On a le manuel officiel, une note de synthèse très éclairante de l'Observatoire du médicament en Normandie et aussi des documents sur la mise en œuvre pratique. Notre objectif, c'est comprendre comment ce système est fichu, ce qu'il a dans le ventre, et surtout de voir si la grande promesse est tenue. Celle de mettre, pour de vrai, la personne accompagnée au centre de tout et de passer d'une logique de contrôle un peu verticale à une culture de l'amélioration permanente. Exactement. Alors, commençons par le début. On avait déjà des évaluations avant, non ? Des évaluations internes, externes. Pourquoi ce besoin de tout remettre à plat ? Le principal problème, c'était le cloisonnement. En fait, chaque établissement faisait son auto-évaluation un peu dans son coin. D'accord. Et puis, un organisme extérieur venait faire la sienne. Les deux démarches n'étaient pas toujours très bien connectées. Ça pouvait donner une impression de coup de peinture juste avant la visite de l'évaluateur, j'imagine. C'est un peu ça l'idée. Là, le but, c'est de fusionner tout ça en un seul mouvement continu. Donc, si je comprends bien, on arrête le grand ménage de printemps une fois tous les 5 ans pour adopter un entretien régulier de la maison, si je puis dire. C'est une excellente analogie. L'objectif est d'installer une culture de la qualité au quotidien. Mais le changement le plus profond, il est vraiment philosophique. C'est-à-dire ? Avant, on vérifiait beaucoup si l'établissement respectait les procédures, s'il cochait les bonnes cases. Aujourd'hui, le point de départ de l'évaluation, c'est du point de vue de la personne qui vit ici, est-ce que la qualité est au rendez-vous ? Ah oui, ça change tout. On ne demande plus seulement est-ce que le protocole pour les médicaments est bien écrit, mais plutôt, est-ce que la personne comprend son traitement ? Est-ce qu'on respecte son choix de le prendre ou non ? On passe d'une conformité technique à une évaluation de la bientraitance réelle. du respect des droits, de l'écoute des souhaits. Précisément. Tout le référentiel est structuré autour de cette question. Quel est l'impact de ce qu'on fait sur la vie de la personne ? C'est très clair. Et pour organiser cette nouvelle vision, les sources expliquent que tout repose sur une structure en 3 chapitres, 3 angles d'attaque en quelque sorte. Oui, c'est ça, une vision à 360 degrés. Le premier chapitre, c'est le cœur du réacteur, la personne. On part de son expérience, de ce qu'elle vit, de ce qu'elle ressent. Le point de vue de l'usager, pour le dire vite ? Voilà. D'accord. Le deuxième chapitre, logiquement, ce sont les professionnels, les équipes sur le terrain. Exactement. On regarde comment ils travaillent au quotidien. Est-ce qu'ils sont bien formés ? Est-ce qu'ils collaborent bien ? Comment ils traduisent concrètement les grands principes dans leurs gestes de tous les jours ? Et le troisième pilier, c'est la vue d'en haut, la gouvernance, la direction, l'organisation. C'est ça. On analyse la stratégie de l'établissement. Est-ce qu'il y a une vraie politique qualité ? Comment sont gérés les risques ? Est-ce que la direction donne aux professionnels les moyens de bien faire leur travail ? Donc les 3 niveaux sont liés. Totalement. Une bonne gouvernance permet aux professionnels d'être efficaces, ce qui se traduit par un meilleur accompagnement pour la personne. C'est un cercle vertueux. La structure est logique. Mais ce qui m'intrigue vraiment, c'est comment ils font pour que ça ne reste pas que du papier. Comment on va chercher l'info ? On sent bien que l'idée n'est pas de rester enfermé dans un bureau à éplucher des classeurs. Et c'est le point le plus innovant. À chaque chapitre correspond une méthode d'évaluation très terrain. Pour le premier chapitre, celui sur la personne, on utilise une méthode qui s'appelle l'accompagné traceur. L'accompagné traceur. Le nom est assez parlant. On suit quelqu'un à la trace. C'est exactement ça. L'évaluateur va choisir une personne accompagnée, avec son accord bien sûr, et va passer du temps avec elle. Il va lui demander de raconter son parcours, ses journées, ce qui lui plaît, ce qui la dérange. On part de son récit de vie au sein de l'établissement en fait. Voilà, on recueille la parole directe, sans filtre. D'accord. Mais ça ne s'arrête pas là. Une fois qu'il a écouté la personne, l'évaluateur va rencontrer les différents professionnels qui l'entourent.
L'aide-soignante, l'éducateur, le médecin. C'est ça. Et il va leur poser des questions en lien avec ce que la personne a raconté. En fait, on utilise le parcours de la personne comme un fil d'Ariane pour explorer le fonctionnement de tout l'établissement. C'est malin. On part du vécu pour remonter à l'organisation. Mais ça soulève une question. Est-ce qu'une personne, qui est parfois très dépendante, ose vraiment dire ce qui ne va pas? Il y a un enjeu de confiance énorme, non? C'est un point crucial. Les évaluateurs sont formés pour ça, pour créer un climat de confiance, garantir la confidentialité et surtout pour croiser les informations. L'idée n'est pas de prendre pour argent comptant un seul témoignage. C'est un point de départ pour une enquête. Interroger les animateurs, observer les interactions, le témoignage est un révélateur. D'accord. Ça, c'est pour l'expérience individuelle. Et pour évaluer le niveau des équipes sur des sujets plus techniques alors. Alors là, on passe à la deuxième méthode pour le chapitre sur les professionnels, le traceur ciblé. Ici, on ne suit plus une personne, mais un processus. Un processus, c'est-à-dire L'évaluateur choisit un thème à risque, par exemple la prévention des chutes ou la sécurisation du circuit du médicament, des sujets très concrets. et potentiellement dangereux s'ils sont mal gérés. Voilà. L'évaluateur va alors réunir plusieurs professionnels concernés, infirmières, aides-soignantes, pharmaciens, médecins, et les faire discuter entre eux de leurs pratiques sur ce sujet précis. Comment vous faites en pratique? Que se passe-t-il si... Montrez-moi. C'est une sorte de stress test sur un processus clé pour voir si la chaîne est solide. C'est tout à fait ça, c'est très complémentaire. Et pour le troisième chapitre, la gouvernance, j'imagine qu'on ne fait pas un directeur traceur. Non, là la méthode est plus classique, c'est l'audit système. Il s'agit d'un ou plusieurs entretiens approfondis avec l'équipe de direction. On regarde la stratégie, les tableaux de bord. Oui, la gestion des plaintes, la politique de formation, mais le point clé, c'est que l'évaluateur va constamment faire des allers-retours entre ce que la direction dit et ce qu'il a vu sur le terrain avec les deux autres méthodes. Pour vérifier que le discours officiel correspond bien à la réalité vécue. On boucle la boucle. Exactement. Si la direction dit «La participation des familles est notre priorité», l'évaluateur pourra répondre «C'est intéressant parce que lors de mon accompagné traceur, la personne m'a dit que sa famille avait du mal à obtenir des rendez-vous». Ça oblige à connecter la stratégie et le terrain. Ok, ces méthodes sont vraiment pensées pour aller chercher le vrai, mais concrètement, qu'est-ce qu'on cherche à mesurer? Vous avez mentionné un nombre impressionnant de critères. Oui, et c'est là qu'on entre dans le cœur de la machine. Le référentiel est décliné en 9 thématiques qui couvrent tout, de l'éthique aux ressources humaines. Et ces thématiques se décomposent en 42 objectifs et au final en 157 critères d'évaluation. 157 critères, c'est énorme. Le risque, c'est pas de tomber dans une usine à gaz, une sorte de checklist géante où on se concentre sur le fait de cocher des cases. C'est la critique qui pourrait être faite, oui. Mais c'est justement là que les méthodes d'évaluation prennent tout leur sens. Elles sont conçues pour évaluer l'esprit du critère, pas seulement la lettre. Prenons un exemple concret. D'accord. Le critère 2.2.3. Les professionnels respectent la vie privée et l'intimité de la personne accompagnée. Une belle phrase. Mais comment on mesure un truc aussi subtil que le respect de l'intimité? Eh bien, la fiche critère nous montre que l'évaluateur doit croiser au moins 3 sources d'infos. D'abord, il va s'entretenir avec les professionnels. Il ne va pas juste leur demander « respectez-vous l'intimité ?» Non, bien sûr. Il va poser des questions situationnelles. Que faites-vous avant d'entrer dans une chambre? Comment se passe l'aide à la toilette pour préserver la pudeur? On cherche à voir leur niveau de réflexion. D'accord, première source. Ensuite, deuxième source, il va consulter des documents. Le livret d'accueil, les comptes rendus de réunion, on cherche la trace écrite de cette préoccupation. Et la troisième, j'imagine que c'est l'observation. C'est l'observation directe, la plus importante. L'évaluateur va passer du temps dans les couloirs. Est-ce qu'il entend les gens frapper aux portes? Est-ce que les portes des salles de bain ferment bien? C'est ce croisement entre le dit, l'écrit et le fait qui permet de juger. C'est beaucoup plus robuste qu'une simple checklist, en effet. Et dans ces 157 critères, les documents insistent sur 18 d'entre eux, qualifiés d'impératifs. Qu'est-ce qu'ils ont de si spécial? Ce sont les lignes rouges, des points absolument non négociables qui touchent aux droits fondamentaux, à la prévention de la maltraitance et à la sécurité. Par exemple, Par exemple, le respect de la dignité, la garantie de la liberté d'aller et venir, ou encore la prévention des violences. et qu'est-ce qui se passe si un établissement est jugé défaillant là-dessus? Alors là, la conséquence, c'est direct.
Si un critère impératif est coté insatisfaisant, l'établissement a l'obligation légale de mettre en place immédiatement un plan d'action d'amélioration. Ce n'est pas une option. Ah d'accord. Et ce plan est directement transmis aux autorités de contrôle, les ARS ou les conseils départementaux. Donc il y a un suivi très serré. L'administration est tout de suite dans la boucle. Tout à fait. C'est un levier extrêmement puissant pour forcer une remise en question rapide sur les manquements les plus graves. On a donc cette visite d'évaluation qui a lieu tous les 5 ans. Une fois que tout est terminé, ça donne quoi? Quel est le livrable? Le résultat, c'est un rapport d'évaluation détaillé. Et la grande nouveauté, c'est que ce rapport est rendu public. Attendez, le rapport est public. N'importe qui peut le consulter en ligne. Ça, c'est une petite révolution. C'est un changement majeur, oui. Ce rapport est généré via une plateforme nationale, SINAE, pour que tous les rapports aient le même format et soient comparables. Et on y trouve quoi dans ce rapport? On y trouve la note, sur une échelle de 1 à 4, pour chaque critère. Mais c'est pas juste une avalanche de chiffres. Pour chaque grand chapitre, il y a une synthèse visuelle très claire qui met en avant les points forts de l'établissement et surtout ses axes de progrès. Un peu comme un bulletin de notes, mais avec des conseils pour s'améliorer. Ça a dû faire grincer quelques dents, cette idée de transparence totale, non? Certainement, au début. Mais l'objectif, c'est pas de stigmatiser. D'ailleurs, le rapport inclut un focus très clair sur les résultats des critères impératifs. Et, point très important, l'établissement a le droit d'ajouter ses propres observations au rapport. Ah, pour contextualiser un résultat, par exemple. Voilà. Pour expliquer un projet en cours, ce n'est pas un jugement sans appel. Mais cette publication change la donne pour les familles. Avant, pour choisir une maison de retraite, on se fiait au bouche à oreille. Maintenant, on peut consulter un rapport standardisé. C'est exactement l'un des buts. Aider au choix éclairé. Et c'est aussi un formidable moteur pour l'amélioration. Quand on sait que ces résultats seront vus de tous, ça crée une incitation très forte. Si on fait le bilan, on a un nouveau système unifié, qui abandonne l'ancien clivage interne-externe, et qui est construit de A à Z autour de l'expérience de la personne. C'est ça, avec 3 niveaux d'analyse, la personne, les pros, la direction, et des méthodes d'enquête de terrain, comme cet accompagné traceur qui vont chercher la réalité derrière les discours. Le but est de rendre mesurables des concepts comme la dignité ou le respect de l'autonomie. Oui, et la finalité, c'est bien cette démarche d'amélioration continue, avec des garde-fous très puissants, comme les critères impératifs. Et un moteur puissant, qui est la transparence des rapports publics. On peut dire que c'est un véritable changement culturel qui est recherché. La philosophie des textes est claire, on veut sortir d'une relation de contrôle, un peu infantilisante, où l'administration vient vérifier si les établissements ont bien fait leur devoir. Pour aller vers quoi? Une relation de partenariat? Oui, une logique de dialogue et de co-construction entre la personne accompagnée, les professionnels et la direction. Ce référentiel est pensé comme un outil commun pour alimenter ce dialogue sur des bases concrètes. C'est très ambitieux. Très. Et tout ce système est impressionnant de rigueur, mais ça me laisse avec une dernière question en tête. On a un cadre très structuré, 157 critères, des méthodes précises. C'est sans doute indispensable pour garantir un socle de qualité partout en France. C'est la condition pour protéger les plus vulnérables et assurer une équité de traitement, oui. J'entends bien. Mais est-ce qu'un cadre aussi normé ne risque pas, paradoxalement, d'étouffer un peu l'initiative, la spontanéité, la dimension humaine, quoi? Comment est-ce qu'on standardise le prendre soin sans en perdre l'âme? Cette partie qui ne rentrera jamais tout à fait dans une case à cocher. C'est toute la question et c'est le défi majeur pour les années à venir. Le référentiel n'est pas une fin en soi, c'est un outil. Le vrai enjeu, c'est de se l'approprier, non pas comme un carcan, mais comme un guide. Il faut utiliser sa rigueur pour sécuriser l'essentiel, afin de libérer du temps et de l'énergie pour ce qui ne se mesure pas. La qualité de la relation, l'attention, le sourire, l'écoute. C'est cet équilibre fragile entre la procédure et l'humain qui fera toute la différence. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le. Sur son site, Sageora propose des contenus synthétiques gratuits pour mieux comprendre et accompagner. Vous pourrez retrouver le lien du site dans la description.